La République démocratique du Congo, un pays que vous connaissez, avec ses multiples crises, les choses semblent être lourdes. Oui, la fois passée, on déplorait l'autant que la sortie du gouvernement ait pris. Ah ben, il est enfin là, une équipe de 54 membres, autant de vice-premier ministre, ministre d'État, ministre délégué, vice-ministre, ministre. Le programme d'action a été annoncé, il est axé sur 6 axes. Voilà, remise aux reprises, par-ci, par-là, et on sent que ça chauffe. Entre-temps, le peuple, lui, il ne voit que de la fumée dans son assiette. Autant de problèmes, autant de défis. Alors, toutes ces multiples crises au pays, malgré les cycles électoraux, nous en sommes déjà au 4e. Le problème, est-ce que c'est la Constitution ou bien c'est tout simplement les hommes politiques? Certains les appellent les politiciens. Autour de la table, pour en parler dans ce numéro de votre magazine La Cour des Aigles, Oscar Moubiaï. Il est le coordonnateur de l'ONG État des droits en marche. C'est un avocat et au pays et en France. Il n'est plus à présenter. Bienvenue. Merci, M. Fabien. C'est pour votre première fois d'être avec nous sur ce plateau. Autrefois et ailleurs, vous étiez habitué avec nous. Toujours habitué avec vous, et nous allons espérer que maintenant qu'on est à la Cour des Aigles, vous avez dit, on va tenter si l'on peut vous atteindre en volant haut. Merci beaucoup. Moutabazi Sekimonyo Jo, professeur, chercheur, économiste. Il est avec nous, c'est la deuxième participation dans ce numéro, ou dans la Cour des Aigles, où nous apprenons à voler plus haut, au-delà de la tempête qui ne nous fait pas peur. Nous nous déployons plus haut, au-delà des couleurs politiques et des, comment on appelle? Et des passeports. Et surtout au-delà des travail des trouvères et des troubadours pour chanter les louanges des acteurs politiques. Alors, bienvenue. Merci. Professeur Kayimoa, vous êtes expert en relations internationales. Nous vous avons connu alors que vous étiez encore étudiant en dernière année à l'université de Bilbao en Espagne, donc dans les Pays Basques. Vous êtes ressortissant de cette première université de jésuites. Le promoteur, c'est Ignace de Loyola, le fondateur de la compagnie. Voilà, il fut le condisciple, le camarade de l'allemand Luther King. Martin Luther King. Le fondateur du protestantisme. Le protestantisme, bien entendu. Voilà. Vous êtes aussi spécialisé dans les relations interculturelles. Alors, nous ouvrons ce partage que nous voulons vraiment une nourriture des aigles, avec d'abord M. Oscar Moubiaï. Oscar, quel est le problème chez nous? Je ne veux pas qu'on entre dans 92,5 milliards de dollars en 5 ans, c'est réaliste ou pas, et puis par an, 18 milliards, 18,4 milliards, je ne voudrais pas qu'on y entre. Il y a un problème de mobilisation des recettes dans un pays où la corruption, les détournements, la surfacturation, la gabégie semblent être érigés en mode de gestion. Alors, quel est le vrai problème chez nous au Congo? Avec nous. Alors qu'ailleurs, les gens ont quand même des valeurs, même si on leur tarabuste les antivaleurs, la perversion sexuelle. Écoutez, nous ne pensons pas en avoir comment on va dire, la thérapeutique
ou encore moins, nous ne sommes pas peut-être à même de vous faire un diagnostic complet parce que votre question relève d'une transversalité des disciplines. Vous avez les internationalistes, les économistes, les juristes. Et donc, cela appelle à ce que, finalement, que le Congo s'arrête et invite à se pencher sur cette question pour que l'on puisse diagnostiquer quel est notre mal dont souffrent les pays. Le président de la République a déjà diagnostiqué en disant que la justice souffrait, était malade. Maintenant, il faut la guérir. Parce que quand vous nous demandez pourquoi ça ne marche pas, vous parlez de détournement, mais c'est parce qu'effectivement la justice ne marche pas, de sorte qu'il y a l'impunité. Et quand il y a l'impunité, eh bien, comme valeur morale, vous comprenez que le pays puisse être malade du point de vue moral de ce que vous appelez valeur. Et on peut maintenant confondre la caisse de l'État avec sa poche. Là, c'est par rapport à la justice dite malade. Et comme elle est malade, il y a des détournements et dont on ne connaît pas l'issue. Maintenant, du point de vue économique, bon, souvent, on va venir nous parler un peu de ce que j'appellerais, moi, les gros mots d'histoire de grands spécialistes théoriciens, maîtrise des macroéconomiques. On va vous parler des institutions de Bretton Woods, tout ça, c'est très bien. Mais la vraie question, on va vous parler de la croissance. Tout ça, c'est très bien. Mais moi, je pense que l'on pourra considérer que l'économie marche que quand ça se ressent dans l'assiette, c'est ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Vous vous dites que dans les assiettes, on ne voit que de fumée. Bon, d'autres diront qu'il n'y a même pas le feu qui s'allume parce que chez nous, on prépare encore jusque-là avec de bois dans nos villages. Et ceux qui veulent préparer avec le courant à Kinshasa, il n'y a même pas de courant. Donc il y a un moment où, même dans l'assiette, il n'y a pas même de fumée. Donc l'assiette est vide et parfois même pas lavée. Parce qu'il y a aussi les problèmes d'eau. Vous comprenez que nous sommes face à multiples difficultés. Et donc pour dire tout simplement que, en un mot, pour que nous puissions commencer à ressentir dans notre assiette que nos enfants mangent, qu'ils aillent à l'école, qu'ils se soignent, il faut que l'économie marche. Et pour que cette économie-là marche, tout ce qui est dit là, c'est très bien. Mais on doit nous répondre à la question de la productivité. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez créer d'emplois et consorts sans s'interroger comment on va booster la production. Parce qu'avant de consommer, il faut produire. Bon, une fois qu'on a aussi produit et que l'on peut penser consommer, il faut s'interroger dans cette consommation-là, qui consomme. Dans qui consomme, vous verrez que les politiciens nous promettent le bonheur qu'ils vivent aujourd'hui et le promettent au peuple pour demain. Donc voilà un peu, cher Fabien, un peu pour ne pas... je vois les économistes se donner l'envie, pour ne pas monopoliser la parole. Maintenant, en clair, ailleurs, il y a des normes et que ces normes-là, l'on dit que ça fonctionne en tenant compte de l'équation personnelle parce que ce sont les hommes qui appliquent les normes. Mais la difficulté chez nous, c'est que non seulement que les normes sont mal fabriquées, comme la Constitution, ce qu'on appelle la malfaçon, mais aussi et surtout, les hommes semblent être aussi s'offrir de telle sorte qu'on ne sait pas se transcender, comme dans la cour des aigles, pour être homme d'État, mais on est simplement aux politiciens, ça voudrait dire on pense à son ventre. Et donc je crois que pour que ça puisse partir, il faut que nous ayons des textes dans tous les domaines, bien précis et clairs et non équivoques. Et il faut qu'il y ait aussi les hommes, parce qu'on peut avoir des bons textes, mais quand on est totalement de mauvaise foi pour les appliquer, donc il faut aussi des hommes qui soient hommes de valeur. Voilà un peu, quand on combine les deux, je pense qu'on peut commencer à marcher. Combiner les deux, professeur Kayimoa, alors quel est le vrai problème? Si réellement ces textes sont produits par des gens intelligents, que nous sommes, que vous êtes, d'autres sortis des grandes universités occidentales,
votre voisin, votre collègue, Sékou Mognon, c'est parmi les fils des poids lourds mobutistes. À l'époque, on les a déployés en Europe. Si certains sont allés sombrer dans la poudre blanche, suivez mon regard, les gestuels, d'autres ont pris les choses au sérieux pour étudier. Et lui, il est allé à l'université de Floride, où il est allé arriver jusqu'au niveau des PhD. Alors, ceux qui sont sortis avec vous des grandes universités, et congolaises, et occidentales, et américaines, travaillent pour le peuple, leur pays. Mais quand nous, on rentre ici, ou quand nous sortons de nos fameux hauts lieux de la science, nous sombrons dans un silence, une complicité gravissime quand même. Le peuple est oublié. Nous devenons égoïstes. Toutes les théories, même des universités dans lesquelles on n'achète pas les diplômes, même celles des universités dans lesquelles on achète des diplômes, tombent caduques. Et nous devenons des mercenaires dans notre propre pays. Le problème, ce sont les textes que nous pondons, comme la constitution actuelle appelée celle des belligérants, où le problème, c'est le problème d'éthique. Oui, Fabien, merci pour m'avoir invité à ce débat extrêmement intéressant. D'entrée de jeu, je vais dire sans contour que la crise congolaise actuelle, c'est une crise d'homme. L'homme congolais qui n'est pas à la hauteur à la fois des enjeux internes de son propre pays et des enjeux internationaux. Parce que pour vivre dans le monde aujourd'hui, il faut à la fois comprendre l'espace qui est les siens et savoir penser cet espace sur la scène internationale. Qui doit le faire? C'est l'homme congolais. Il doit bien entendu le faire avec une réglementation, avec des textes. Et le contexte de notre société aujourd'hui montre qu'il y a une crise multiforme. La population, dans sa vie quotidienne, n'est pas à l'aise, simplement parce que les responsables politiques qui doivent assurer le bien-être de cette population, qui doit créer les conditions minimum pour que la vie de la population soit une vie beaucoup plus efficace et acceptable, et l'homme politique est incapable de créer de bonnes conditions. On nous a dit, sur base des données que nous avons, qu'il y a une mobilisation, par exemple, de recettes, et personne ne va contredire que le gouvernement actuel, le gouvernement passé de Sama Lukonde a été en mesure de mobiliser aux environs de 14-15 milliards. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se pose comme problème? Il y a un réel problème de redistribution de ces ressources. Quand vous avez des ressources, quand vous avez le budget de l'État, il faut faire de sorte que la population entière ait accès à ces ressources-là. Mais au niveau de notre pays, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit groupe, une petite élite qui s'accapare de tous les biens et la population est complètement marginalisée. Est-ce que c'est la constitution congolaise qui empêche à ce que l'argent soit efficacement redistribué? Est-ce que c'est la constitution ou les textes juridiques qui font à ce que quand on doit penser le projet, on doit surfacturer ces projets-là? Est-ce que ce sont des textes de la Constitution qui font par exemple qu'en construisant l'INBTP, l'institution qui est le mien où je suis en train d'enseigner, semble-t-il qu'on avait décidé de mettre des climatisations, mais quand vous y allez, il n'y a pas de climatisation. Et donc, est-ce que c'est la Constitution? Est-ce que ce sont les problèmes définition. Et donc, là, c'est vraiment les questions des hommes. Les hommes qui gèrent au jour le jour la vie des Congolais ne sont pas à la hauteur des enjeux qu'il y a. Ils ont réussi à mobiliser les fonds. Pire encore, la sanction positive et négative n'existe pas. Bien évidemment. La sanction. Ceux qui font preuve de bonne gouvernance, eh ben,
par moment, ils sont relégués au second plan, oubliés. Bien évidemment. Et ceux qui n'ont pas fait preuve de bonne gouvernance, c'est la redistribution des cartes. On dit, par exemple, j'apprends, il faut quitter le gouvernement avec tout ce qu'il y a eu comme problème. Premier ministre pendant plus de 3 ans, mais vous avez vu que ce n'était pas quand même un homme loin de moine dans un monastère. Franchement, un très bon qui n'a pas fait ombrage au chef de l'État, mais j'apprends qu'il y a encore des tractations pour l'envoyer au Sénat pour prendre la direction du Sénat. Alors finalement, dans ce pays, qu'est-ce qui se passe finalement? Je crois qu'il faut que nous puissions réfléchir à fond sur cette question. L'homme congolais, c'est lui qui est en train de détruire, c'est lui qui est en train de bloquer, c'est lui qui est en train de maltraiter la population. Les politiciens, s'il faut le dire de manière beaucoup plus claire, on mobilise les fonds. Et ces fonds ne sont pas, cet argent n'est pas redistribué de manière efficace. Il y a des projets qui sont pensés, des projets qui sont planifiés. Et l'argent qui devrait être utilisé pour que ces projets fonctionnent normalement, l'argent est détourné et il n'y a pas de sanctions. On avait construit la prison de Louzoum. On voulait que cette prison accueille des gens qui détournent les fonds publics, des gens qui créent des problèmes dans la vie. L'IGF a effectivement réussi à faire un bon travail. Ça, on ne peut pas le nier. Ça, on doit pouvoir applaudir et féliciter parce que l'argent a été mobilisé. Mais où va cet argent? Pendant 5 ans, on a promis le gouvernement, par exemple, de manière beaucoup plus claire, à titre indicatif, le gouvernement a promis aux professeurs d'université de dire « Vous avez des arriérés, votre propre argent qui n'était pas bien payé. On prend cet argent, on vous achète un véhicule. » De 2018 jusqu'à aujourd'hui, 5 ans après, on ne sait pas savoir où sont passés les véhicules. On n'a sanctionné personne. On ne sait pas comprendre à quel niveau le projet se situe. Je vais revenir à vous. Vous parlez de l'IGF, c'est une très bonne chose. Mais il y a beaucoup de louanges aussi. Beaucoup de louanges aussi donc, à l'endroit de celui qui dirige l'IGF. Je ne sais pas si c'est une sorte de traquenard, Babenda et moi l'art, mais il y a trop de louanges aussi dans notre monde des hommes des médias. Il y a aussi beaucoup de louanges à l'endroit de l'inspecteur chef des services, inspecteur général chef des services de l'IGF. Beaucoup de louanges quand même, hein. Ce qui fait que l'objectivité commence à s'effriter. Professeur Sekimogno, dites-nous, quel est le vrai problème? Ben, moi, je vais... L'élite ou les textes qui nous régissent? Moi, je vais de l'autre côté. Je dis, heureusement, vous savez bien inviter différentes idées sur le plateau. Je dis, on doit le faire à 3 niveaux. Les mots importent. C'est important. Par exemple, on dit au Congo, le Congolais n'a rien dans son assiette. Moi, je dis, non, on doit transformer ça, dit... On doit penser à la poche du Congolais. S'il ne veut pas s'acheter à manger, ce n'est pas au gouvernement de lui dire quoi manger. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est un problème idéologique. Le problème qu'on a en RDC, c'est beaucoup plus idéologique que la personne. C'est sur base de certaines idéologies que certains textes sont écrits. Par exemple, aujourd'hui, on dit réunir les fonds du gouvernement, 90 millions, 80 milliards pour le budget. Je dis, ça importe le milliards. Des milliards. Je dis, ça importe le moins. Je suis de l'école qui dit que l'État peut imprimer l'argent sans créer l'inflation. L'État va toujours trouver l'argent. Est-ce que le rôle du gouvernement, c'est la redistribution après avoir collecté de tout le monde? Je dis, non. Le rôle de l'État, c'est accompagner l'économie. Mais ça veut dire, du point de vue idéologique, on est différent. Et qu'est-ce qui se passe quand on parle des hommes? C'est la conséquence des règles de jeu, des textes, qui ont été écrits avec une certaine motivation ou idéologique du rôle de l'État, de qu'est-ce que c'est que le Congolais, des règles de jeu. Par exemple, on dit, on parle trop de la corruption, détournement. Je dis ça, c'est encore le populisme, c'est un faux problème. On ne doit pas parler de la corruption, on devrait plutôt parler, à mon avis, de la corruptibilité.
de la corruptibilité. Ça signifie quoi? Ça signifie, au lieu de parler de voleurs, on doit dire pourquoi ils volent. On dit un policier qui fait $50 le mois. Vous pensez qu'il ne va pas être tenté de prendre un type de l'immigration qui fait $100 le mois? Est-ce que vous ne le rendez pas mendiant? Qui produit ou qui touche? Qui touche $100 le mois. Je dis comme ça, est-ce que vous ne le tentez pas à voler? Et vous ne faites même pas peur de perdre son boulot. Hein? Un policier, par exemple en France, en Belgique, il touche assez pour avoir peur de voler. Parce qu'il va perdre. Mais quelqu'un qui touche, un militaire qui touche $50, $100, vous l'envoyez au front. Sans même penser qu'est-ce qui va arriver à sa famille quand il est mort. Donc, pour vous, il faut attaquer les causes de la corruption. Il faut attaquer le sous-paiement, c'est-à-dire... du système. Ce qui tombe dans l'assiette, des fonctionnaires, des militaires, des policiers, tout ça, c'est pas suffisant. Le gros morceau va dans l'assiette de leurs excellences. Mais même eux, ils ne touchent pas le gros morceau. Vous voyez, beaucoup de gens disent qu'ils touchent grand. Je dis, ils ne touchent même pas grand. Tout le monde est pauvre. Dans ces trucs, on joue au crabe. Tout le monde tire l'autre. Au lieu de parler d'agrandir la part du gâteau, on veut se battre pour le petit gâteau. Alors, c'est idéologique. Le gâteau auquel vous faites allusion, le gâteau made in l'archevêque de Kinshasa? Non, c'est le revenu national pour faire les routes, pour faire ceci, tout ça, la distribution soi-disant de tout ça. Et je dis, c'est un problème idéologique. Les textes sont, à mon avis, mal écrits, si on peut dire, à cause de la motivation derrière. Et derrière ça, pourquoi c'est les conséquences? Donc, il faut changer les textes. Corriger. Je dis et pas les règles de jeu. Il faut corriger les règles de jeu. Je donne un exemple. On dit la justice ne fonctionne pas. Je dis non. Par exemple, la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle doit vous répondre dans 30 jours. C'est dans la Constitution. Mais si elle ne vous répond pas, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Le Conseil d'État doit vous répondre dans une requête 48 heures. Mais si elle ne vous répond pas, il n'y a pas de conséquences qui les arrivent. Je dis, là, on commence par la Constitution pour aller à la loi électorale. La loi électorale qui fait que ces gens-là arrivent au pouvoir. Le système de sélection. On risque d'avoir un président de l'Assemblée, du Sénat, qui sera numéro 2, hein, qui sera en fait le vice-président, qui n'a aucun contrat social avec la population. Il est venu, il était Premier ministre. Je ne le connais pas personnellement. Mais en jugeant ce qu'il a produit, il n'a rien. Je peux exagérer, me permettre d'exagérer pour dire il n'a rien fait de palpable. Hein. Mais il risque de se retrouver vice-président de la République sans contrat social. Tout ce qu'il a fait, c'est payer 5-6 députés provinciaux. S'il ne les a pas payés, peut-être il aime bien parce qu'il a un grand cœur. Mais il n'a convaincu personne d'autre. Ça veut dire la loi électorale qui admet qu'on fasse de vote indirect jusqu'à ce niveau-là, elle est déduite de la Constitution. Ça veut dire qu'on doit corriger, pas changer la Constitution. On doit la corriger, mais pour des raisons socio-économiques. Ce n'est pas un problème d'hommes, c'est comment on filtre les hommes qui arrivent à ce haut niveau. Oscar Mour-Biaye, on comprend bien que les causes sont multiples. Il y a un problème d'éducation, donc on voit là l'éthique. Il y a aussi le problème des textes. Il y a l'environnement avec les règles du jeu qui sont les nôtres. Alors finalement là, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Quelle est votre lecture personnelle? Écoutez, le professeur dit qu'on doit corriger la Constitution. Moi, je dis qu'on doit totalement la changer. Et je vais vous démontrer pourquoi on doit totalement la changer. Mais avant, vous parlez des règles du jeu. Oui, mais les règles du jeu conduisent à quoi? Conduisent aujourd'hui à l'immoralité. Parce que vous parlez de jeu, nous avons connu dans ce pays les opposants d'aujourd'hui qui étaient au pouvoir hier, qui nous disent quand ils étaient au pouvoir, ils ont occasionné de faux pénaltys. Vous comprenez que c'est déjà un problème d'immoralité. Quand vous occasionnez un faux pénalty, est-ce que vous pouvez encore être... On doit quand même vous exclure à un moment donné. C'est ce qu'on appelle
absence de sanctions. Et donc, pour revenir à démontrer comment on doit changer les règles du jeu, pas les corriger, mais les changer. Et ici, pour que nous soyons beaucoup plus précis et clairs, nous parlons de notre constitution, de laquelle découlent toutes les lois. Pourquoi on doit changer notre constitution aujourd'hui? D'abord, sur la forme de l'État. Quand vous prenez notre constitution, vous pouvez lire du premier article au dernier. Si vous demandez quelle est notre forme de l'État, ce n'est pas dit. En même temps, dans la pratique, ce n'est pas non plus clair. On nous dit quoi? On nous dit que nous avons 25 provinces, plus la ville de Kinshasa. Question, est-ce que la ville de Kinshasa, est-ce une province ou pas? On va vous dire, non, elle a le statut de province. Vous voyez, c'est beaucoup de Français pour ne rien dire. En gros, quelle est notre forme d'État? On va vous dire aujourd'hui, nous sommes, la Constitution dit un État uni. Alors que dans toutes les théories scientifiques du monde, il n'y a pas un État qu'on appelle État uni. Tout État a vocation plutôt d'être uni, qu'on soit dans la forme fédérale ou unitaire. Bon, pour nous, on nous dit un État uni, donc ce n'est pas dit. Parce que tout ça, ça empêche les politiques de pouvoir apporter des solutions aux problèmes de ce peuple. Des problèmes qu'ils connaissent déjà, on ne leur demande pas de descendre dans les artères pour appréhender les problèmes qui se posent au peuple, mais ils les connaissent déjà parce qu'ils viennent de Maloueka, de Tchangou, de Kabe-Kamanga, ils viennent de Matia, de Badibanga, ils viennent de Moupompa. Alors, est-ce que ça empêche les politiques, leurs excellences et leurs honorables, ça les empêche de solutionner les problèmes de ce peuple qui boit l'eau, qui pose des problèmes hydriques, des difficultés hydriques, qui n'a pas le transport disponible. Regardez comment la ville est sale. Depuis que le gouverneur est investi, le nouveau, moi je ne le vois même pas. Moi je pensais qu'il allait commencer à prendre le balai, en lui-même commencer par balayer au niveau des Huileries, ou 24, ou à la Gombe. Il a été investi, mais il attend seulement la remise aux reprises pour qu'on lui dise, il y a autant qui reste, il y a ceci. Mais vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas. La ville est sale. Le pasteur, comment on l'appelle, pasteur Marcelo est éprouvé. Nous avons des visiteurs de marque venant du monde pour venir compatir. Mais regardez comment la ville est très sale. Alors, je me demande, nous vivons dans quel monde? Pourquoi nous sommes allés à l'université? Pourquoi nous avons les ambitions pour diriger? Finalement, moi je suis révolté, M. Moubiaï. Les textes, toujours les textes. Non, les textes sont importants. Alors, je veux vous révolter aussi pour que ce débat soit vraiment la cour des aigles. Oui, ben, nous faisons un effort de voler. Bon, voilà, cher Fabien Lumbala, quand on pose les problèmes, il faut en apporter solution. Je crois qu'ici, le problème qui est posé et le diagnostic qui est fait, c'est dire que le pays ne va pas bien. En termes économiques, en termes politiques, tout ça. Et maintenant, vous dites pourquoi il ne va pas bien. Nous essayons de vous répondre en vous disant que la Constitution pose problème. Maintenant, on va vous dire, mais ce n'est pas parce qu'un chrétien pêche que la Bible est mauvaise. Non. La question à cela, la réponse à cela est que il ne faut pas croire, et c'est ça l'erreur socratique, de penser que il faut montrer à un homme le bien à faire, et il le fera nécessairement. Donc il faut que vous quittiez à penser que l'homme est bon. Non, l'homme n'est pas bon. Maintenant, comme l'homme n'est pas bon, nous devons le prendre dans sa dimension de ne pas être bon pour mettre des textes qui les contraignent. Je vous donne un exemple simple. Quand vous êtes en Europe, il y a des voitures dehors, mais personne ne les touche parce qu'il est conscient qu'il n'a pas le permis de conduire. Quand il refuse de toucher, ce n'est pas parce que lui, il est mieux éduqué que les Congolais, mais parce que derrière, il sait que si on l'attrape, il y a la sanction. Donc, premier du problème, manque de sanctions. Là, je crois avoir répondu
dans tout ce qu'on parlait, détournement Les, et consorts. les textes ne prévoient pas des sanctions contre tous les délinquants, les criminels, les détourneurs, À titre d'exemple, les corrompus et les corrupteurs. bon, à titre d'exemple, commençons par les tourneurs d'en haut. Donc, les excellences qui s'appellent excellences et qui volent. Vous avez suivi un débat et nous nous sommes mouillés là-dessus pour ramener un ancien Premier ministre à la barre parce que la Cour constitutionnelle nous a répondu qu'il n'y avait aucun juge pour le juger, un ancien voleur Premier ministre. Vous voyez-vous? Et là, c'est dans la Constitution, on vous dit, ben, ce n'est pas clair. Donc, pour que nous puissions être trop précis et clairs là-dessus, nous demandons le changement de la Constitution. Je parlais de la forme de l'État. Pourquoi vous dites à Malueka et consort? Mais c'est lui qui est à Malueka pour qu'il puisse prendre l'initiative de mettre en place la politique communale dans nos communes. Il faut qu'on sache dans quel état nous sommes. Est-ce que c'est de la responsabilité communale ou c'est de la responsabilité centrale? Et donc, ce qu'on appelle répartition des compétences. OK? Mais chez nous, déjà du point de vue culturel, le gouverneur de la ville dont vous avez parlé, le bourgmestre pense qu'il est redevable au gouverneur de la ville, ce qui fait qu'il va aller donner des dons. Donc, quand il a rançonné les marchés, il doit rétrocéder la part au gouverneur de la ville. Donc, culturellement, même s'il est élu, il pense qu'il doit sa place au gouverneur. Alors, mais maintenant, quand au point de vue forme, c'est qu'on doit savoir, sommes-nous un État décentralisé ou pas? À cette question-là, ça permet quoi? Ça permet qu'on sache est-ce que nous pouvons nous développer des bases en haut, ce qu'on appelle la décentralisation. Et dans notre constitution, on vous dit, nous sommes un État régionalisé et décentralisé. Ce n'est pas possible. Donc vous comprenez, il y a déjà une confusion la plus totale. Même si vous avez le meilleur système de gouvernance au monde, avec des textes beaux, comme on en a, on dit que celui issu des Sun City, il est également beau. Non, il n'est pas beau. Il faut, bon, je parle de la beauté. Je ne parle pas de la beauté. Même pas en beauté. Mais alors, souffrir, je vous donne juste un exemple. s'il vous plaît, lorsque vous avez des gens désinstruits, je ne parle pas d'intellectuels, les instruits qui arrivent aux affaires, ou qui se comportent dans leur propre pays comme des mercenaires, lorsque vous avez une race des gens comme ça, est-ce que le peuple peut se retrouver tout dépend avec un système judiciaire gardé prisonnier, c'est-à-dire avec une justice dans la main des politiques? À tout moment, ils peuvent étrangler, donc comme un oiseau dans la main. On peut étrangler cet oiseau, tout comme on peut lui laisser la vie. Soyons réalistes, éclairons le peuple. Nous sommes très réalistes, cher Fabien. Je vous donne un exemple simple, pour ne pas aller dans des grandes choses. J'étais en train de répondre à notre ami et frère, professeur, encore une fois. C'est qui moi. C'est que moi, encore une fois, il y a aussi le problème de professeur. Parce que quand vous dites instruit, n'est-ce pas? Tout dépend de qui instruit. Regardez tous nos politiciens aujourd'hui. Ils sont ministres, docteurs, professeurs, révérends. Et il faut prendre une page. Et vous allez constater que tous les politiciens aujourd'hui veulent devenir docteurs. Alors, mais est-ce que l'instruction passe par les diplômes? Pas nécessairement. Et ailleurs, on parle de 100 diplômes qui ont pu réussir. Vous avez, parce que maintenant, quand on va vous dire, votre président de la République, on va vous dire, il a étudié où? C'est comment? Ben, je vais vous dire que les Jean-Louis Debré, qui était président de l'Assemblée nationale, il n'a pas fait les bacs, il n'a pas eu le diplôme d'État. Le centre Condorcet a formé beaucoup qui ont travaillé pour le peuple français. Voilà. Donc, du point de vue culturel, c'est pour ça qu'on a dit que nous avons un problème d'hommes, et en réalité, nous avons un problème d'éthique également. Donc, du point de vue culturel, nous devons sortir de cette mentalité d'être ébloui par des titres, des postes et des fonctions. Nous devons d'abord être... Alors, ça c'est... Alors, pour finir, pour vous donner un exemple, parce qu'il ne faudra pas que je monopolise la parole, encore ça c'est aussi un problème. Je constate que sur ce plateau ici, nous faisons un effort de nous autoréguler nous-mêmes par rapport au respect de l'autre en termes de parole. Mais si ailleurs, vous verrez que vous allez voir qu'il y aurait déjà eu des chahuts ici, et on ne saura pas. Alors,
Je vous donne un Je ne laisserai pas les gens se donner des coups. Je vous donnerai juste un article, comme ça nous permet de comprendre pourquoi on doit changer la Constitution. Et pour voir, vous prenez qu'on vous dit que le gouvernement a pris du temps pour sortir. Ça, je ne vais pas y revenir, mais peut-être sur d'autres tours de table. Mais vous prenez qu'on vous dit que la composition du gouvernement ne tient pas compte de la représentativité nationale. Mais qu'est-ce qu'on entend par représentativité nationale? On va vous dire que chaque province doit se retrouver. Et économiquement, on vous dit que mais le gouvernement, il faut réduire le train de vie. Si vous prenez cet article 90 qui vous demande et qui vous exige que chaque province se retrouve, ça voudrait dire qu'au Congo, on ne peut pas faire un gouvernement de moins de 26 ministres. Alors, si vous prenez que le 26 ministres soit de chaque province, il faut tenir compte aussi des tribus. Conséquence de ce texte-là, de cet article, qui est stupide, qui définit un ministre par rapport à sa province. Alors, si moi je suis ministre et que je représente ma province, dois-je aller développer ma province ou dois-je appliquer la politique nationale pour orienter l'aide, par exemple, du gouvernemental vers une autre province? Donc, vous comprenez que cet article est stupide et parce qu'il parle de la représentativité de ministres par rapport à leur province, alors que dans le préambule de la même constitution, on vous dit quoi? Qu'on prohibe les tribalismes, les clanismes, les régionalismes qui ont été les mots de l'effondrement de notre pays. Maintenant, dites-moi, je vais demander peut-être aux professeurs, ils vont prendre la parole là-dessus, comment on doit concilier la représentativité dont on parle sans en donner le contenu d'un ministre, parce que moi je sais qu'un ministre c'est un commis d'État. À l'époque on l'appelait commissaire d'État. Mais aujourd'hui on nous dit, avec cette constitution, qu'un ministre doit être le représentant d'une province. Et dans ce pays, on va vous dire que pour que vous puissiez être au gouvernement, il faut votre poids politique. Et finalement, on a créé ce qu'on appelle les autorités morales. C'est ce que le professeur disait tout à l'heure. Ce poids politique n'a pas été respecté. Cette fois-ci, il y en a eu qui ont eu plus de poids politique, mais qui n'ont pas pesé. Est-ce qu'il faut respecter qui ne se retrouvent pas. Parce que vous êtes dans le contexte de poids politique. Non, je suis... Ceux qui ne pèsent même pas politiquement, qui n'ont pas pesé aux urnes. Je ne suis pas dans ce contexte de poids politique. Gain de cause. Je suis en train de vous démontrer les mots de notre société en disant que quand un ministre représente la province, nous sommes dans le tribalisme. En disant que quand vous parlez de poids politique, vous créez ce qu'on appelle les autorités morales. Quand vous créez les autorités morales, vous créez quoi? Vous créez ce que le professeur disait, que vous avez un sénateur qui va tout simplement financer, après avoir ramassé l'argent au poste ministériel, il va prendre cet argent pour acheter ses larbins, qui sont les sénateurs, et plutôt les députés provinciaux. Et on en connaît même le prix. On dit qu'il faut payer, par exemple, chaque député provincial, vous lui donnez 35 000 $. Et on sait qu'avec un coût de 300 000 $, je suis devenu sénateur. Et vous comprenez que ces systèmes-là des autorités morales, ce sont des gens qui détournent l'argent, qui le réinvestissent pour avoir un poids politique et se maintenir au gouvernement. Et de là, le système est cyclique. Voilà, il faut sortir de ce système-là. Alors, professeur Kaïmo. Oui, je vais commencer par répondre à un... Pour lui, les textes qui nous réjouissent, sont la cause principale des problèmes dans ce pays, même de gouvernance. Il faut changer les règles. Les jeux, ils ne parlent pas de cet aspect éthique et surtout cette classe des instruits qui se comportent en mercenaires dans leur propre pays. Oui, Fabien. Je crois que, comme je l'ai déjà dit, la question congolaise, ça je vais le répéter, est au niveau de zone. Pour répondre à la question, par exemple, en rapport avec la représentativité, je ne suis pas partisan de cette logique. Je suis partisan d'une logique qui va dans le sens de prendre le gouvernement congolais, de les considérer comme l'équipe nationale de football. Ces jeunes gens qui nous ont égayés quand ils ont fait match nul à Dakar et ils venaient débattre. Qui s'est posé la question de dire notre gardien, il est de quelle ethnie? Qui s'est posé la question de savoir celui qui a marqué des buts? Est-ce qu'on se pose la question un jour de se dire, comme nous avons
4 zones linguistiques, il faut que nous ayons dans notre équipe nationale 3 Baluba, 3 Bakongo, 3 Baswahili, 3 Bangala. Et puis les coachs, il faut que les coachs soient... et puis les autres, on ne se pose même pas cette question. Ce qu'on attend de cette équipe, c'est le résultat. Et quand il y a résultat, tout le monde est content. Je crois que cette logique peut nous aider à penser, à réfléchir ce qui doit être fait. Et moi, je continue à dire ici que nous avons un problème de gens qui nous dirigent, des gens qui nous gèrent, qui doivent regarder la réalité telle qu'elle est. Oui, les textes posent problème parce qu'il n'y a jamais eu des textes que l'on peut dire que ce sont des beaux textes qui doivent... Mais ce n'est pas une priorité au jour d'aujourd'hui. La priorité, dans le contexte où on se trouve, il serait intéressant que le gouvernement rassure la population. Mais il y a la confiance qui est en train de s'effriter entre la logique, la population et le gouvernement. J'ai été arrêté il y a 3 mois par les policiers de roulage. Et les policiers tenaient à ce que j'aille reprendre mon permis de conduire dans le camp Lufungula. Fabien, j'ai accepté d'aller prendre la carte dans le camp Lufungula. Ce que j'ai vu, je m'étais dit que je ne saurais plus discuter beaucoup avec les policiers qui m'arrêtent en cours de route parce que j'ai vu les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. Quand Lufungula, c'est pas loin. Est-ce que le gouvernement n'a pas d'argent pour améliorer les conditions de vie des policiers? Est-ce que c'est la Constitution ou les textes qui bloquent pour qu'on ne paye pas bien ces policiers? J'aurais souhaité que Jacquemain Chabani, le ministre de l'Intérieur actuel, commence par aller voir les conditions dans lesquelles nos policiers vivent au niveau des camps Lufungula. Donc on veut passer quelque chose qui n'est pas une priorité sur la première ligne et on veut emballer la population dans une direction, c'est pas moi qui n'est pas la bonne. Il faut commencer d'abord par améliorer les conditions de vie de la population et puis penser refaire les lois. Combien de nouvelles unités qui n'ont pas encore été payées? Si on voit ce que les ministres ici, les ministres qui est resté à fonction publique, la dynamique dans laquelle ils nous emballaient, chanter chaque jour qu'il va payer, chacun de nous ici peut avoir un membre de famille qui est une nouvelle unité, qui n'a pas de salaire. On a ajouté combien pour les fonctionnaires de l'État? On n'a même pas encore ajusté dans le bon. Les salaires tels qu'il est, il est réussi. On ne sait même plus toucher l'argent à la fin entre les 20 et les 30. Ces conditions devraient être des préalables avant de dire à la population que nous voulons toucher à la loi fondamentale. Mais dans les capacités actuelles de redistribuer les revenus à la population, devant cette incapacité, devant cette difficulté-là, on veut toucher à la... Je ne sais pas, je suis personnellement en train de voir que les politiciens eux-mêmes, ils sont en train de jouer avec le feu. Parce que moi, par exemple, je ne serais pas d'accord qu'on aille vers cette direction-là, parce que la priorité de priorité, c'est améliorer les conditions de vie de la population. Ça ne va pas sur le plan social que le président de la République et ceux qui nous dirigent comprennent d'abord ça, qu'il faut commencer d'abord par améliorer les conditions de vie de la population avant de penser à toucher les textes qui nous régissent. Alors, José Kimonyo, vous avez fait un tour sur Triomphal ou du côté de l'avenue des Huileries lorsqu'il y a eu investiture du gouvernement. Vous avez vu les spectacles pendant les cérémonies de remise aux reprises. Combien de Congolais ont accompagné les nouveaux ministres ou les nouveaux membres du gouvernement? Vous avez vu au Palais du Peuple le spectacle. Ça montre quoi? Que le peuple souffre. Ça montre qu'il y a la misère, il y a la pauvreté. Vous voyez, il y en a qui font même les pieds de longue distance pour venir soutenir. Parce qu'ils se retrouvent dans tel ou tel qui a été nommé. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec Maître Oscar qu'il faut faire requiem de cette constitution? Vous dites correction, bien entendu, mais professeur Kaïmo dit c'est pas le momentum, comme on l'avait dit. Il faut commencer par résoudre les problèmes des Congolais. De l'eau potable, de l'électricité, chaque jour. Il faut que le salaire puisse permettre, ayez un pouvoir d'achat, acheter la nourriture, manger à satiété, avant d'aller dans des
réforme de bureau. Mon ami, c'est frère Bruno, il est un peu trop socialiste. Il est trop socialiste dans ses idées. Je dis, on fait les deux en même temps. Les gens ne comprennent pas le rôle de la Constitution pour le développement économique d'une nation. Je dis, pour vous répondre, je dis représentativité, tout ça, ça existe à cause du régime. Je dis, on doit passer du semi-présidentiel au présidentiel. Ce qui écarte qu'il faut une majorité au Parlement et le poids politique au Parlement pour se retrouver dans l'exécutif. On doit fermer cette porte tournante. Dès qu'on passe du semi-présidentiel au présidentiel, on a résolu ces problèmes. Parce que... Donc maintenant, on est en semi-présidentiel. Il faut passer au système présidentiel. Un président de la République avec un vice-président et son exécutif. Et l'exécutif. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est pratiquement ce qui se passe? Le président de la République, c'est lui qui est au four et au moulin. Je suis d'accord. Il y a un Premier ministre, comme nous venons de vivre cela, 3 ans, plus de 3 ans, un Premier ministre qui dit non, je ne peux pas faire ombrage au président, mais voilà qui est là. C'est pour ça que je dis. Si vous me comme moine au monastère. Si vous me permettez, juste dans votre temps de parole, alors, pour que ce soit interactif, je suis totalement d'accord avec vous, parce que je prône aussi le régime présidentiel. Or, quand il y a, pour quitter de semi-présidentiel au présidentiel, il faut nécessairement changer la Constitution. Parce que quand on change un régime, on ne peut pas corriger. Parce que, je veux vous expliquer aussi, est-ce que le mot changement est dans la Constitution? Quand on change le système techniquement, on ne peut pas changer ça. On ne peut pas modifier ni corriger, on doit absolument changer. C'est ce qui fait qu'on est en première, deuxième, troisième. Quand on change le régime, c'est pour ça que je prends la 4e République, on quitte de la 3e à la 4e. Je suis en train de dire, le terme changement de la Constitution n'est pas une notion de la Constitution. Les deux, c'est qu'on veut faire, le changement, où je parle de correction, c'est réviser la Constitution, techniquement. Non. C'est technique. Si vous me permettez. Je sais, parce qu'il y a certains éléments. Il y a certains éléments dans la Constitution, dès qu'on touche, oui, on parle d'une nouvelle Constitution. Et moi, je dis, c'est seulement pour expliquer les deux camps. Il y a un camp qui parle de changement de la Constitution. Ça veut dire modifier selon certains goûts. Moi, je dis non. Je dis, techniquement, pour que le citoyen lambda comprenne ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de corriger la Constitution pour faire la différence entre mon camp et le vôtre, qui est un débat qui doit se faire idéologique. Et ça enrichit aussi la discussion. Je dis, on passe au semi-présidentiel, au présidentiel, pour corriger. On ne doit pas attendre 6 mois pour avoir l'exécutif. Mais aussi, on ne doit pas avoir des gens qui courent au législatif pour faire le poids. Par exemple, on a Eliezer, le journaliste, qui pleure, qui dit il devait être ministre parce qu'il a réuni un certain nombre de députés. À ce moment-ci, ça va décourager les gens. Tu es dans le législateur, il contrôle. L'exécutif, il exécute. On doit faire ça, corriger cette part des choses. Mais pour corriger ça, il faut modifier. Techniquement. Non, je dis corriger. On peut... À la fin de la journée, on va discuter de ça jusqu'à la journée, mais moi je dis, je corrige. Après ici, moi je vais vous, si vous permettez, si vous permettez, vous dites corriger, juste uniquement pour que ça passe à la gorge. Et là, parce que vous parlez de changement, jusque parce que ça doit passer à la tête. Non, parce que c'est ça le terme, et nous ne devons pas tromper notre peuple. Non, ce n'est pas le terme, ce sont aussi des avis. Par exemple, quand on parle de corriger et de changement, tout le monde peut se permettre. Je dis c'est ça où on doit amener la discussion, pas seulement chez le niveau des avocats, je ne sais pas comment on dit ça en français. Je dis on ouvre pour que les gens comprennent. Je dis on doit corriger. Par exemple, une autre correction, vous parlez des revenus du Congolais. Je dis, dans la Constitution, on dit que l'État congolais doit garantir un travail à tout le monde. Mais ce n'est pas fini la phrase. Moi je dis on doit exiger au gouvernement, par exemple le 20 février, de publier le SMIC national et exiger les provinces de publier le SMIC de la province. C'est dans ce fait qu'on va parler de l'approche du Congolais. Deuxièmement, vous avez parlé de redistribution des obligations, si je peux dire d'un terme, des provinces, des entités territoriales. Je dis le problème de l'eau ou de l'électricité.
on doit la remettre dans les entités territoriales décentralisées. Ça ne doit pas être central. Par exemple, la SNEL, pour moi, doit mourir. Et donc, il faut revoir la forme de l'État. Oui. Donc, sur le fond, je suis d'accord avec vous. On est d'accord. Mais maintenant, quant à la forme, on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est sur le mot qu'on n'est pas d'accord. Non seulement ça. Les motifs sont différents. Moi, ce sont les motifs socio-économiques. Moi aussi, ce sont les motifs socio-économiques. Non, tu parles d'unitarisme, c'est pas l'unitarisme, c'est ceci. Moi, je dis, non, oublions les mots. Moi, le motif, c'est est-ce qu'on peut avoir une constitution qui règle le jeu, qui ne touche pas l'assiette du Congolais, mais qui touche la poche du Congolais. Ça veut dire, si quelqu'un ne veut pas l'électricité, il n'en veut pas. S'il ne veut pas de l'eau, ça le regarde. Mais l'État, quant à lui, il n'est pas là pour distribuer la richesse. L'État est là pour accompagner, créer un système, hein, un écosystème où les gens peuvent chercher comment survivre. Mais, monsieur le professeur... Monsieur Joe, tu as dit que le titre académique, c'est trop. Tu tombes dans le piège. Alors, je comprends, il a des idées qui se bousculent, il est plus anglophone, et donc American language, et c'est ça beaucoup d'années. Il commence à perdre un peu son... Ça, c'est une échec ou c'est une... son français. Je vous pose la question. Je vais signaler... alors, vous pouvez sentir certains mots plus... comment on appelle? Anglophone. Sous l'accent anglophone. Comprenez que c'est ça pratiquement, Sœur Moutabazi. Et dans cette logique, donc, son français commence à revenir un peu. Ça nous permet de savoir... On trouve quand même que même ceux qui détournent sont très arrogants sur la place publique. Et les médias leur accordent la parole. Hein? Et par moments, on les chante. Ils passent pour un modèle. Et curieusement, ce sont ceux qui détournent, qui sont dans la corruption, qui passent pour des champions. Et aussi éligibles et des postes. Imaginez-vous quelqu'un, tout le monde a suivi. Lors des élections législatives dernières, on a dit il a séquestré les machines dans sa maison. Il a bourré les urnes. Et voilà ceci, sanctionné. Et son vote invalidé. Et il vient se présenter aux élections sénatoriales. Et par un moment, il passe gouverneur. Ainsi. Alors, comment expliquer ce qui se passe dans ce pays? Je vais expliquer ça. C'est laisser aller là qui pose problème. Finalement, qui sommes-nous? C'est toujours... Il y a un laisser aller qui ne s'explique pas. On est tous complices. Et donc, on veut nous amener dans le changement, on veut toucher à la Constitution dans ce désordre-là. Et c'est là où... Non, ce n'est pas dans les désordres. Et je veux dire ceci. Oui. Quand on a investi le gouvernement, il y a où tout ce qui se passe, je me dis, il y a un sentiment populiste qui bat le plein. On dit non, la population ne doit pas mourir de faim, tout ça. Je dis, on peut régler tout cela. Vous parlez d'un sénateur qui a les machines. Moi, je dis, j'avais parlé personnellement de la loi électorale. Comment on fait que quelqu'un doit avoir une liste, hein? Il fallait réunir, je crois, 251 députés, avoir les fonds pour payer, pour participer aux élections. Hein? Oui. Alors, cette règle déjà fait que quelqu'un, même il a une idée, il ne peut pas être candidat, à moins qu'il soit féodé, il s'est fait le vassal d'une autorité morale. C'est de ce fait qu'on retrouve ces gens-là partout. On doit changer les règles de jeu. On doit parler de la loi électorale. Et la loi électorale aujourd'hui existe. Pourquoi? C'est beaucoup plus idéologique. Moi, je suis allé à la Cour constitutionnelle. Je vous ai dit, la loi électorale, elle est inconstitutionnelle. La Cour constitutionnelle a dit, non, la politique, c'est une affaire des partis politiques. Ce qui est faux. Ce que veut dire la Cour constitutionnelle qui existe aujourd'hui, du point de vue idéologique, pense que c'est normal d'avoir une autorité morale. Je dis, on doit changer les choses, mais on doit avoir des débats idéologiques. Parce que vous êtes avec moi, si une cour le dit, ça veut dire qu'il croit idéologiquement, c'est ça. Et avec une telle cour, on ne peut pas rien faire. Est-ce que la population doit mourir de faim? Je dis, ce n'est pas moi qui fasse qu'ils aient faim. Ce n'est pas aussi au gouvernement de nourrir les gens. Le gouvernement, son rôle, c'est de créer des conditions dans lesquelles les gens décident de se nourrir. Est-ce que ces conditions ont été créées? C'est ça la question. Est-ce que le gouvernement a créé ces conditions? Les gens appelés à créer. Les conditions n'ont pas été créées. C'est là où on est... Oui, mais les gens appelés
à résoudre ces problèmes, idéologiquement, ils vont faire des dégâts. Parce que pourquoi? Quand vous dites que c'est à eux de nourrir, ils vont acheter des bateaux, ils vont faire Bukangaloso. Ils vont créer des dégâts. Réunir ces conditions-là, c'est un terme qu'on peut bien le dire, Oui. mais on l'a défini différemment. C'est idéologique. Alors, oui. Oscar, il se pose un vrai problème. Nous pouvons faire la politique de l'autruche, mais décidément, ce pays a un souci, ou des soucis. Son élite, son comportement au-delà des diplômes, et au-delà de ce que vous appelez changement constitutionnel, que faire? Ben écoutez, très rapidement. Il faut envoyer tout le monde à l'école. Les pays ont des problèmes, oui, mais tous les pays ont des problèmes. Sauf que tous les pays, quand ils ont des problèmes, réunissent leur élite pour résoudre les problèmes. Mais maintenant, chez nous, ce n'est pas l'élite qui est réunie, parce que tout dépend de ce que vous appelez élite. Alors, malheureusement, chez nous, je vais vous donner un petit exemple qui va illustrer. Alors, une fois, comme nous faisons les émissions, il y a des commentaires. Et une fois, j'ai vu un commentaire qui était très négatif contre moi et déplaisant. Là n'est pas le souci, mais c'est l'autre commentateur qui dit ceci: ah, le Congo, même un cordonnier contredit un avocat. C'est pour dire que quand vous posez le problème d'élite, il faut qu'on s'interroge, est-ce que l'élite, c'est par rapport à nos diplômes ou par rapport à quoi? Mais toujours est-il que c'est l'élite qui est la lumière de la nation pour élever cette nation. Malheureusement, nous sommes en défaillance d'élite dans notre pays. Et surtout, il y a même cette autoproclamation, et nous sommes atteints par le virus musical. Parce que chez nous, les titres, les honneurs. Bon, maintenant pour revenir à ce que vous étiez en train de dire. Ce sera donc votre dernière intervention. Nous concluons. Voilà. Vous voyez déjà les pressions. On est en train de conclure, il n'y a pas de difficulté. Oui. Et maintenant, si nous disons, c'est facile. Quand on vient, on dit, on a faim, on est malade, on n'est pas allé à l'école. Ok, très bien. Mais ça sont des symptômes d'une maladie. Maintenant, est-ce qu'il faut résoudre le problème symptomatique ou il faut soigner la maladie? Et donc, manger, boire, tout ça, c'est des symptômes. La maladie, c'est ce que nous avons dit. Nos textes, ça ne va pas. Et de là, donc, nous disons qu'il faut, nous sommes d'accord avec ce que m'ont dit les professeurs. Oui, sur le fond, nous sommes d'accord avec lui. Il faut qu'il y ait des changements, changer le régime. Il faut. Sur le fond, on est d'accord avec lui. Maintenant, quant à notre frère Bruno, je vais lui donner un exemple simple. Il a étudié à Bilbao, donc du côté basque. Oui. Ok. Et ils ont une velléité sécessionniste comme les Katanga. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont des solidarisés de l'Espagne aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a l'encadrement des textes. Malheureusement, chez nous, les textes n'encadrent rien et les textes eux-mêmes favorisent. Nous avons parlé d'autorité morale, de corruption, on sort, mais c'est favorisé dans les textes, dans l'article 90, pour dire que les ministres doivent être d'abord tribaux. Voilà. Et donc, d'un seul mot, enfin, avec les professeurs... Joe, je sais Joe. Joe, et je suis heureux que vous puissiez dire qu'il par son accent. L'accent, c'est très important parce que l'accent définit l'identité de la personne. J'ai vu un journaliste congolais, qui se moque d'un monsieur pour dire qu'il parle lingala avec accent, des Balouba. Vous voyez un journaliste. Alors que quand il va voir un Indien qui parle le lingala avec l'accent indien, il est content de dire, ah, aïbi lingala. Mais moi, quand je parle, moi, quand je parle, il va dire, Moulouba, aïbi atalingala. Vous voyez, ça, c'est un problème d'ordre culturel. Mais du point de vue idéologique, je comprends que vous ayez une idéologie capitaliste américaine. Quand vous dites que le rôle de l'État, ce n'est pas de faire, ça, c'est dans l'idéologie capitaliste américaine. Voilà. Mais dans l'idéologie... Oh, anarchiste. Je suis anarchiste. Bon, c'est bien. Il a écrit un livre d'abord qui attaque le capitalisme. C'est l'éthicisme. Non, mais là, c'est les principes économiques. Les principes économiques, c'est laisser faire et laisser aller. Et quand on a mis laisser faire et laisser aller, pour que l'État ne se limite qu'à la sphère
de l'ordre pour laisser l'économie aller, ça c'est une idéologie autre. Mais quand vous êtes dans une idéologie socio-démocratique, vous voyez une idéologie socialiste comme les Européens, on admet que l'État n'est plus un État qui est gendarme, Merci. mais il est un État qui intervient, donc un État entrepreneur. Merci. Et nous sommes dans une logique idéologique d'un État entrepreneur. Merci, Oscar. Mais Moubiel. au-delà de l'idéologie, j'en ai fini, s'il vous plaît, une seconde. Au-delà de l'idéologie, je voudrais beaucoup plus qu'on parle de mentalité. Parce qu'en termes de mentalité, vous avez beau à dire que nous sommes dans un régime parlementaire, mais on va vous dire, tu sais qu'il ne fait rien. Alors que le régime ne le permet pas. Donc je suis d'accord avec vous sur le régime présidentiel. Comme ça, il est le seul responsable. Et voilà, professeur Kayima, votre conclusion. Oui, On sent que cette affaire, c'est comme comment un serpent a plusieurs têtes. Si vous tuez, vous écrasez une tête, il faut aussi vous occuper d'autres têtes, sinon vous serez mordu. On comprend que le problème est à plusieurs niveaux. Oui, Non seulement éthique. C'est mort aussi la queue, les serpents. Voilà. Oui, moi je crois que si je dois donner un conseil au gouvernement actuel, il faut d'abord qu'ils montrent de quoi ils sont capables vis-à-vis des demandes de la population avant d'aller toucher la question de texte. Parce que le premier mandat du président de la République a été caractérisé par des ratés. Il serait intéressant de corriger d'abord les 2 premières années et certains aspects qui n'ont pas bien marché, pour ne pas se laisser dans des soupçons de dire on est en train de négocier déjà le 3e mandat du président de la République. Parce qu'il faut déjà qu'on se dise des choses qui vont dans ce sens-là. Donc changer la Constitution veut dire, au-delà de ces 2 mandats, le président de la République va négocier un 3e mandat. Or, la population veut d'abord être dans de bonnes conditions. Et ça serait dangereux de se lancer dans cette voie-là si on n'a pas encore donné un signal fort à la population. Des signaux forts. Donc c'est à la population elle-même. Quand c'est la population, vous l'avez dit, par quel moyen? Elle-même d'aller dire au président, Possana Yosili Nanoute. Donc, Tigalana Bisso. Cher Bruno, quand est-ce que la population vous l'a dit? Et comment il vous l'a dit? Non, on peut toujours mesurer la température de ce qui se passe au niveau de la société. Mais le contexte actuel est tel que les gens sont braqués vers le est-ce que le contexte actuel permet que vous ayez encore à demander les professeurs? Je vais juste vous donner un petit exemple. Quand on voit dans le contexte actuel, il y a eu le gouvernement Ilunga Ilukamba. Samalukonde 1, Samalukonde 2. Maintenant, nous avons le gouvernement à Tuluka. Quand vous voyez les 4 gouvernements qui ont été présentés sous le leadership du président Tshisekedi, moi, je ne sais pas vous dire qui est le vrai homme de confiance du président actuel. Le premier ministre qui était, le ministre de l'Intérieur qui était à Ilunga Ilunkamba 1 a sauté. Peter Kazadi qui est venu vient de sauter. Maintenant, il y a Jacquemin. Le ministre des Finances qui était avec, il a sauté. Donc, qui peut être considéré? Donc, quand on regarde l'entourage du président de la République, on voit comme s'il n'y a pas d'homme de confiance. Ces questions-là sont des questions qu'il ne faut pas prendre à la légère. Merci, s'il vous plaît. Quand on regarde votre conclusion, il demande toujours le dupe. Votre conclusion. La conclusion, c'est ceci. Oui, Joe. Je dis que le président ou le gouvernement ne va rien faire pour la population. Question idéologique. Il pense amener le poisson et nourrir la population. Des 2, je dis, on doit... tout ce qu'on peut régler la situation avec le président, la crainte du 3e mandat, tout ce qu'on a à dire, c'est tout mandat électif peut être renouvelé ou réexercé une fois dans la vie. Ça veut dire que Tshisekedi Kabila ne peut pas, même si on change de régime, parce que la question, c'est à la vie. 3, on doit aussi trouver un autre problème. Par exemple, vous voyez au sud Kivu, on lance de ça des tracts. Les gens veulent diviser le sud Kivu. On a fait des provinces 7 ici. Ça veut dire le problème est, comme on est en train de dire, c'est pas qu'ils veulent être gouverneurs. Ils parlent des symptômes, mais ils ne comprennent pas la maladie. La maladie est que tous ces secteurs-là, décentralisés, ils veulent leurs ressources. On doit résoudre ça. Il y a la faim, mais il y a aussi un autre feu qui est en train de brûler, qui est beaucoup plus dangereux que la faim. Merci. Donc, si je vous comprends bien, votre changement, le correction. président actuel, Ne le suis pas. Votre correction, le président Merci. actuel et Kabila ne doivent plus se représenter. Ils ne peuvent pas, parce que est-ce qu'ils ont renouvelé ou réexercé déjà plus d'une fois dans la vie? C'est ça la question. Merci. Merci beaucoup. On comprend bien que les problèmes
tout problème doit être solutionné. Et au Congo, les parents vous ont envoyé à l'université, ce n'est pas pour venir les maintenir dans cette pauvreté. N'oubliez pas, l'ivresse du lait et du miel est très dangereuse que celle de l'alcool. Bunagana, ça fait 2 ans que ce territoire, plutôt que ce coin de la République est sous les bottes de l'armée rwandaise, avec ses complices internes. Cette étiquette appelée M23. Quand vous prenez votre momoko, quand vous mangez votre cabri, kamundele, à Kinshasa, quand vous entrez dans les boîtes de jour ou de nuit, n'oubliez pas que le Congo n'est pas intact. Il a été amputé. Battez-vous pour que le Congo nous revienne dans ses frontières héritées de la colonisation. Toute gouvernance, toute science qui ne tient pas compte ou qui ne cherche pas de solution aux problèmes du peuple, eh bien, c'est une gouvernance et la science, les lettres ou droits appelés à disparaître. Je ne m'attaque pas à Maître Oscar Moubiaï, même l'économie elle-même. Voilà. À très bientôt pour réfléchir. Continuez à réfléchir dans la cour des aigles. Au revoir.